Salut à tous et bienvenue dans l'apéro l'émission. Ouais, salut. Je vois que vous êtes chauds, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on est tous réunis autour de la table avec de l'alcool, il n'y a pas de cigarettes et on va vous présenter la structure de l'émission qui est en 3 parties. Donc pour ceux qui connaissent pas, on est là tous ensemble et on va vous présenter tout d'abord Chronoculture qui est un ensemble de chroniques présentées par nos bons amis. Par la suite, on aura un petit débat, comme débat, avec un sujet très très poignant. Et à la fin, nous aurons un instant... Poilant. Très poilant, en effet. À la fin, nous aurons un instant musique. Attention, c'est parti. Jingle! On est bon et on est sur Chronoculture et on va démarrer avec Clébar qui va nous parler de... Alors moi je vais commencer par dire l'amour c'est 2 minutes et 52 secondes de grincement et de cris, disait Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols. Alors aujourd'hui on parle de punk et de cul. Allez c'est parti. Donc d'abord un petit contexte historique. On est dans l'Angleterre des années 70 et il y a encore une espèce de morale réactionnaire bien ancrée, vous savez, genre des mœurs vachement coincées quoi. Alors ouais, bon, il y a eu la révolution sexuelle des hippies qui est passée par là. Donc ouais, ça a rendu la vie sexuelle des jeunes blancs hétéros un peu plus libérée. Mais pour les autres, c'est toujours pas la folie, quoi. Et c'est là que débarque le punk, en fait. Alors, bon, à l'époque, le punk, faut s'imaginer, c'est pas le mec mal rasé avec sa 8-6, son chien, sa casquette à clous. Non, genre, faut s'imaginer une bande de jeunes au style complètement extravagant, à la frontière des genres, tu sais, maquillés, colorés, coiffés. Ils font de la musique, ils écrivent des poèmes, ils font du collage, de la peinture, ils publient des fanzines, surtout. Ils organisent des expos dans des caves et ils font des grosses soirées dans des grandes maisons vides. Ouais, parce qu'à l'époque, c'est la crise du logement, ça c'est pratique. Bref, c'est un mouvement artistique autant que politique, provocateur et surtout complètement libre. Ouais, parce qu'en fait, à cette époque, s'il y a un seul avantage à être une espèce de sous-culture marginale que tout le monde méprise, c'est que quand t'édites des magazines qui font 5 pages imprimées sur des pages A4 recyclées, t'échappes à la censure qui frappe tous les médias classiques. Et c'est là que tout s'est joué en fait, parce que quand tu rassembles tous les mal adaptés d'une société et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, y a un sujet inévitable, c'est le cul. Alors bon, le sexe chez les punks, c'est un peu comme tout ce qu'ils font, tu sais, c'est provocateur, c'est en dehors des normes établies quoi. Il n'y a pas des grandes romances à la Beatles ou une espèce de sanctification du sexe comme un acte divin, transcendantal, comme chez les hippies. Non, non. Là, c'est vraiment une vision du sexe crue, brutale, sans sentiment, limite violente, tu sais. Alors le sexe, du coup, ils le mettent partout. Pourquoi ? Parce que ça choque les honnêtes gens. Et ça leur plaît. Du coup, en vrac, on trouve des t-shirts couverts d'images porno, des accessoires BDSM dans les tenues, tu sais, des menottes, du cuir, des fouets. Des boutiques de fringues assez déviantes, on va dire, des paroles de chansons plus qu'explicites, et ça va même jusqu'à une boutique assez emblématique de l'époque, qui est une boutique de fringues, d'accessoires, qui a construit toute la mode punk, on va dire, tenue par la créatrice Vivienne Westwood, et son mari Malcolm McLaren, qui est devenu ensuite le manager des Sex Pistols. Cette boutique, elle s'appelle Sex. Je pense que tout est dit. Oh, ok. Génial, il y a eu un blanc. Merci Baptiste. Et donc, en fait, il y a un point majeur dans cette histoire. Ce que je disais, c'est que c'est une liberté absolue qu'ils ont. Parce que c'est grâce à ça qu'on va voir se développer, avec une effervescence complètement folle, en fait, des mouvements gays, lesbiens, trans, queer, qui pour la première fois vont disposer d'une liberté de création quasi illimitée. Et je peux vous dire qu'ils en ont profité. Et ils produisent en juste quelques années, comme ça, des centaines de milliers de créations artistiques, donc du collage, de la photo, du cinéma, et bien sûr des fanzines. Ça parle de cul, d'amour pas conventionnel, de fétichisme, de mode. Le tout dans un esprit toujours aussi provoque, évidemment. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti, ça s'appelle Showbot, ça a l'air vachement bien. Donc Showbot, Punk Sex Bodies, de Toby Mott. Et en fait, ce mec, il a collectionné et archivé tout un tas de ses créations graphiques. Et là, il les sort, compilés dans un seul bouquin. Donc il y a des couvertures de fanzines, des tracts, des affiches, des pochettes d'albums, des photos. Alors en vrac, il y a des scènes de sexe assez explicites, des femmes dominatrices, un pénis qui se libère de ses chaînes, beaucoup de gens à poil quoi en gros, ça faut le dire. Alors bon, si je dis qu'il a l'air super, c'est parce qu'il coûte quand même plus de 70 boules. Donc je me suis contenté d'aperçus sur internet. Mais bon, c'est déjà ça. Donc vous en fait, le lien à la fin. tu es radin quoi. Ouais, oui, je suis radin. On a Non, Clébar. juste étudiant, je crois. Étudiant, ouais. Étudiant et punk. Bref, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, en quelques années,
C'est ces années qui ont fait le début explosif du mouvement punk. T'as une espèce de seconde révolution sexuelle qui cette fois a touché tous ceux qui avaient été oubliés par la première. Et en fait, même si ce mouvement était au début assez marginalisé, donc avec le punk, quoi, forcément, petit à petit, ça s'est étendu à toute la société normale, on va dire, et ça a joué, je pense, un vrai rôle dans l'acceptation de sa sexualité. Et donc, je vais finir en vous parlant du queercore, qui est un de ces mouvements qui est né des bouleversements du punk. Le queercore, de queer comme étrange et core comme hardcore, quoi. C'est des gens qui ont considéré que les mouvements gays et lesbiens traditionnels devenaient un peu trop orthodoxes à leur goût et qui voulaient sortir de cette binarité hétéro-homo, autant que de celle homme-femme d'ailleurs. Et ils se sont trouvés plutôt en accord avec l'esprit punk, et en particulier dans l'idée de renverser les normes, et bien sûr le fameux do-it-yourself, vous savez, genre tu fais tout toi-même, tu couds, tu produis, et donc ça a donné une espèce d'explosion créatrice, toujours pareil, ce qui est visuel, sonore, pour faire entendre leur voix, choquer, et au fond, faire réfléchir. Voilà. Je vous laisse sur un petit extrait de Limp Bizkit, qui est un des groupes emblématiques du queercore dans les années 90, avec le morceau Punk as Queer, tout en programme. Allez, bisous les lapins, et aimez-vous, c'est important. Waouh, j'ai mal aux oreilles. Ouais, ça fait mal. Du coup, c'était Clébar qui nous a présenté sa chronique sur les punks. Personne ne veut réagir sur les punks. Les punks, pas les punks, les punks. Quel rapport avec les punks à chiens? Eh ben, aucun. En fait, le punkachianisme, c'est né après. T'as eu une deuxième révolution punk, en fait. Le punkachianisme. En fait, voilà. Attends, parce que je suis en train de spoiler peut-être un autre épisode, je sais pas. Mais... Non, pas du tout. Ah, d'accord. Enfin, pas encore au programme. Non, en fait, donc du coup, je parlais du fait qu'il y avait toute une mode punk qui s'est développée. Donc ça, c'est années 70, on va dire. Et cette mode punk s'est tellement installée que les punks ont dit, mais putain, c'est n'importe quoi. On n'est pas des putains d'accessoires de mode et il n'y a pas de raison qu'on ait un cadre conventionnel. Du coup, on va tout foutre en l'air. On va arrêter de s'habiller avec des fringues colorées et trucs comme ça. On va mettre des vieilles fringues dégueulasses, des surplus militaires. Et on va vivre dans la rue sans se laver et en vivant avec des chiens. Plus ou moins, Mais c'est comme ça. C'est un peu dégueulasse quand même. Un peu. En fait, l'idée du punk, c'est de jamais être cadré dans un truc. Donc, dès que tu le cadres dans quelque chose, faut en sortir. Donc le punk d'aujourd'hui et de demain et le punk d'avant, qu'est-ce qui différencie le punk de hier et d'aujourd'hui? Je pense que t'as eu des codes du punk qui avaient été posés à une époque, donc du coup il a fallu le renverser. Et du coup même ces nouveaux punks, on va dire, qui sont apparus dans les années 80-90, ils sont de nouveau plus punk parce que trop caricaturaux. En fait, je pense, le mouvement punk c'est vachement dur à appréhender parce que dès que tu cadres un truc dessus, tu te rends compte que t'as déjà des gens qui disent mais non ça va pas parce que c'est repris, c'est détourné, c'est commercialisé comme tout. L'anecdote comme ça, c'est que donc le mec dont j'ai parlé, Malcolm McLaren, qui a été le producteur des Sex Pistols, t'as son fils qui a récemment brûlé tout un tas de vêtements, de fringues, d'archives, de trucs comme ça des années punk sur une péniche au milieu de la Manche. La Manche, oui, c'est un peu space quand même comme chronique. Hein. Ouais, un petit peu. Waouh. Voilà, et justement l'esprit que dire, voilà, tout ça c'est devenu un symbole de mode, ça va pas. Pour être punk, il faut détruire. Mais d'accord. Du coup, moi j'avais une question parce que il se trouve que quand même on est professionnel et on prépare en avance des questions, on essaye d'être dynamique. Du coup, j'ai vu t'as une question toi. Ouais, j'ai une question en fait. C'est la seule, mais c'est peut-être la plus grande question du siècle pour les gens qui nous écoutent. Car oui, il faut pas oublier qu'on est sur l'apéro l'émission. C'est trop bon, ils sont chauds, ils sont autour de moi. Toutes les petites infos, on les donnera après. Pour tout ce qui est au niveau du livre, ça sera partagé directement sur le YouTube, sur le Facebook. On a des gens, on a la community manager qui est avec nous derrière, qui regarde. Yes. Elle est motivée. Ouais. C'est Klepto. Et donc du coup, la question c'est genre en 2017, parce que je dis genre, en 2017, comment tu fais pour devenir punk? Alors j'ai vu ta question, j'ai beaucoup rigolé en la voyant. Le mec, il a travaillé à l'avance la question. Ouais, forcément. Comment tu deviens punk en 2017? Ok, tu analyses tout ce qui te fait chier dans cette société, tout ce que tu considères qui va pas, tous les codes qu'on te pose, et tu vas à l'encontre. D'accord, mais oui, parce que du coup, si je dis, moi, il y a telle chose que j'aime pas, je suis contre et je fais un peu tout ce que je veux contre, je suis punk. Et si quelqu'un d'autre aime ce que j'aime pas, il est quoi lui? Ok, non, en fait, c'est un peu caricatural ce que j'ai dit. non, parce que si t'aimes pas les choux de Bruxelles, est-ce que t'es punk? Ouais, tu pourrais, franchement. Parce que c'est dégueulasse, quoi. En vrai, ça part en couille, la Baptiste. C'est une question de l'enfer. Donc. Non, mais vas-y, ressens ton propos, Rémi. On va recentrer. On fait des questions bêtes, mais... Non, donc comment tu deviens punk? En vrai, actuellement, ouais, je pense que c'est toujours dans il y a un truc qui reste dans le mouvement punk quand même, c'est de s'opposer à une société de consommation et de consommation et de passer dans la création. Donc typiquement, au lieu d'acheter des fringues, tu récupères des vieux trucs dans des surplus, tu les redécores, tu les fais toi-même. C'est ça cette idée en fait, c'est que tu crées toi-même tes trucs.
Ça, c'est un truc qui est resté depuis les toutes premières années du punk et qui est toujours présent, que ce soit chez les punks des 70, que chez les punks à chiens actuellement. C'est l'autonomie, le do-it-yourself. C'est vraiment le fait toi-même et débrouille-toi pour sortir des codes de la société en fait. Et surtout garder l'autonomie et la liberté, c'est ça. T'as l'idéal libertaire qui est il a dit les gros mots, l'autonomie et la liberté. Voilà. Waouh. Ouais, c'est écrit qu'on est grossier ici. Voilà, donc devenir punk, tu deviens pas punk en fait. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc la réponse à ma question, c'est que devenir punk, c'est compliqué. Devenir punk, c'est compliqué. Non, devenir punk, c'est ça a pas l'air compliqué. C'est faire ce dont tu as envie. Tu fais ce dont tu as envie et qui t'inspire, et il va peut-être se trouver qu'à un moment donné, tu vas rencontrer d'autres gens qui ont fait ce dont ils avaient envie et qui sont arrivés au même point que toi. Et si ces gens-là, vous allez vous dire, on est punk un peu, non? Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Moi, je pense que cette émission pourrait être punk, tu vois, en soi. Ouais, c'est punk, mais du coup, ça veut dire que tôt ou tard, on va arriver à la 8-6. Ah bah tôt ou tard, il y a intérêt, hein. On commence avec du pastis, on finit à la 8-6, émission punk. Ça me va. Ouais. Moi, je pense qu'on peut... Ouais, parfait. Je pense qu'on peut applaudir Clébar qui nous a fait une chronique de folie, qui a démarré en premier et c'est pas facile. Surtout qu'il y a des gens qui nous suivent, tu vois, on est là, c'est 2 minutes 52 secondes. Il y a 20 personnes. 20 personnes. Wow. 21 personnes. Oh, c'est génial. Je pense qu'on peut féliciter les 21 personnes qui se sont déplacées devant leur ordinateur, devant leur téléphone pour venir nous rejoindre et partager un moment avec nous. Ouais. Merci à tous. On compte sur vous. Qui c'est qui disait ça déjà? Ouais, n'hésitez, mais c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à commenter, à faire des commentaires constructifs qui pourraient nous aider à nous améliorer, notamment. Parce qu'après tout, c'est la première. Et on va s'améliorer pour les prochaines. Voilà, pour paraphraser notre ami le chat, en fait, vous pouvez partager, commenter, liker, tweeter, retweeter, reflotter 10 fois et 20 fois, nous faire des critiques constructives, c'est génial. Il y a notre ami Eric qui vient d'arriver, c'est le spectateur en live. C'est génial. Le mec, quand même, il te met dans les commentaires du live, je suis en bas. C'est énorme. C'est énorme. Le mec, il te met à l'aise déjà. Ça, c'est punk, le mec. Et du coup, on va passer du coup à une chronique qui nous a été préparée, qui nous a été travaillée par notre ami. Et attention, je vais pas faire comme à la générale, je vais dire son vrai nom, Tibi. Ben t'en as mis du temps à te rappeler. Ouais, c'est dur. Bon alors moi c'est Tibi et je suis venu pour vous parler de comics. Mais bon, 5 minutes, c'est pas assez pour développer un sujet complet. Donc ce que vous allez écouter n'est qu'une sorte de teaser. La version complète de ma chronique sortira plus tard sur notre chaîne YouTube. En tout cas, s'il y a des points que vous voulez éclaircir ou des questions auxquelles vous voulez une réponse, vous pouvez les mettre dans le chat ou mieux dans les commentaires, que ce soit YouTube ou Facebook. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour présenter. Donc je vous laisse avec mon moi du passé. Azerty, tu peux envoyer la chronique. Salut les gens et bienvenue dans l'Apéro Comics, votre chronique Binous et Comics. Alors aujourd'hui, c'est la première et du coup, j'ai voulu faire une chronique sur le thème de la première fois. J'ai donc parcouru ma collection à la recherche d'un sujet, que ce soit la création d'un nouveau personnage, la première œuvre d'un auteur ou dessinateur célèbre, ou même l'apparition d'un nouveau procédé. Mais après 4 bonnes heures à feuilleter mes comics, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Les comics, c'est comme le sexe, la première fois, c'est rarement glorieux. Je me suis alors tourné vers le MCU, le Marvel Cinematic Universe, et plus particulièrement vers le film qui a tout démarré, Iron Man. Mais ici, nous ne parlons pas de cinéma, mais comics. C'est alors que j'ai trouvé ma solution finale. Waouh! Est-ce que ce serait le premier point Godwin de l'émission? Je crois bien, Billy. Eh bien, félicitations. Merci, depuis le temps que j'en voulais un. Bon, plus sérieusement, je me suis dit que j'allais vous parler d'Iron Man, mais plutôt que de me concentrer sur les comics ayant inspiré le film, j'ai préféré vous parler de celui grâce auquel il est réellement devenu populaire. Grâce à l'introduction de son plus grand ennemi... Whiplash? Non. Justin Hammer? Non, enfin oui, mais c'est pas de lui dont je parle. Ah, je sais, Captain America. Mais tu vas me laisser parler, oui. Celui dont je parle est le pire ennemi qu'il ait jamais affronté, le seul à avoir jamais compté. Je parle bien sûr de l'alcoolisme. Yay! Bon, les connaisseurs de comics doivent déjà savoir de quoi je veux parler. Il s'agit bien entendu du numéro 128 de The Invincible Iron Man, Le Diable en bouteille, scénarisé par David Michelinie et dessiné par John Romita Jr. Ce numéro ayant la particularité de se centrer uniquement sur le combat intérieur entre Tony Stark et ses propres démons, ainsi que sur la réparation des torts qu'il a causés sous l'influence de l'alcool lors du numéro précédent. Mais vous vous doutez bien que son alcoolisme n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Celui-ci prend racine à la fin du numéro 124, lorsque Justin Hammer
après avoir piraté l'armure d'Iron Man, l'active et le fait tuer un ambassadeur étranger devant les yeux du monde entier, entraînant une rapide descente en enfer. Et même si beaucoup estiment que cet arc peut être étendu jusqu'au numéro 120, car on y voit pour la première fois Hammer échafauder son plan, je vois personnellement dans ce numéro les premiers signes d'une prédisposition à l'alcoolisme, en toile de fond d'un combat entre Namor et Iron Man. Bon, à ce stade-là, j'imagine très bien ce que vous vous demandez tous. Pourquoi Namor se balade-t-il toujours en slip? C'est certes une bonne question, mais je pense plutôt à en quoi rendre le personnage de Tony Stark alcoolique l'a-t-il rendu intéressant et populaire. Bon, je tiens tout d'abord à signaler que nous ne faisons pas la promotion de l'abus d'alcool et à rassurer nos auditeurs, aucun membre de l'équipe ne souffre de problème d'alcool. Sauf les bars. C'est pas faux. Pour répondre à cette question, il faut remonter bien avant qu'Iron Man devienne le plus grand méchant de l'univers Marvel, jusqu'aux origines du personnage, lorsqu'en 1963, Stan Lee crée, avec l'aide de Larry Lieber et Don Heck, Iron Man. À cette époque, le marché des comics super-héroïques est presque monopolisé par DC. Pour se faire une place, Stan Lee préfère partir avec une autre approche des personnages. Là où la distinguée concurrence fait rêver avec des personnages faits pour inspirer, Stan Lee décide de permettre au public de s'identifier aux héros en les faisant pleins de défauts et donc humains. Iron Man est un cas un peu particulier. En effet, il s'agit d'un héros dont les capacités s'avèrent être technologiques, mais qui fait surtout rêver par son côté science-fiction. Niveau personnalité, il se doit d'être riche au vu de son équipement et un génie pour pouvoir le créer. Pour coller à l'idée que tout le monde se fait du milliardaire, il en fait aussi un playboy et un philanthrope. Mais bien que très proche de Bruce Wayne, il diffère en 3 points. Premièrement, c'est un vendeur d'armes, ce qui a sûrement un but non seulement scénaristique, mais aussi de propagande, pour montrer ce que vaut l'armée américaine, ce qui explique sans doute le fait qu'il doit être l'un des super-héros qui combat le plus le bloc de l'Est. Deuxièmement, il est quelqu'un d'énervant de par son arrogance et son égocentrisme apparent. Pour vous aider à comprendre comment il était perçu par les lecteurs, vous connaissez sans doute le concept de personnage qu'on adore détester. Le genre de connard qui, à chaque nouvelle action méprisable, nous fait nous languir du moment où il le paiera. Eh bien lui c'est le contraire, il est le genre de personnage qu'on déteste adorer. On voudrait qu'il souffre, même s'il ne le mérite pas vraiment, mais en même temps, on ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, car, et c'est notre 3e point, il est le seul héros pour qui le simple fait d'être un héros représente un risque pour sa vie. Car, même si les films l'exploitent, je trouve très mal, ce qui lui permet d'être Iron Man est aussi ce qui permet à son cœur de battre. Et y aller trop fort en tant qu'Iron Man pourrait bien le tuer, même s'il gagnait. Faire une simple ronde, ce que font tous les super-héros, est déjà un danger mortel pour lui. Et pourtant, il continue de se battre. Mais, et l'alcoolisme dans tout ça? J'y viens, Billy. Nous sommes donc en 1979. Suite à la vague hippie et en plein dans le mouvement antimilitariste qui a suivi la guerre du Vietnam, notre vendeur d'armes et outils de propagande se retourne contre ses créateurs. Les gens commencent à se lasser. Les aventures d'Iron Man ne sont même plus innovatrices. Et l'astuce du cœur malade a beaucoup trop été utilisée. Faut dire qu'on trouve plus d'infarctus dans certains comics d'Iron Man que dans une maison de retraite pendant une soirée film d'horreur. Bref, c'est la déchéance. C'est alors qu'ils ont eu une idée, le rendre alcoolique. Cela peut vous sembler con, mais le rendre alcoolique l'a avant tout rendu plus fragile, plus faible d'esprit, faillible, en d'autres mots, humain. Aujourd'hui, le personnage est devenu populaire, mais malgré tout, l'ombre de l'alcoolisme continue de planer au-dessus de lui, et son combat contre ses démons intérieurs n'a jamais cessé, au point même de se demander si Marvel ne risque pas de surexploiter de nouveau un trait de Tony Stark au point que le public commence à en avoir marre. Bon, ce sera tout pour cette chronique, mais avant de partir, si vous êtes intéressé par d'autres histoires en lien avec l'alcool dans les comics, comme par exemple la fois où Hercule a sauvé une planète de Galactus en faisant un concours de boissons avec lui, je vous conseille la vidéo YouTube Top 15 des cuites en comics, Comics Story 10 sur la chaîne SN Parode, Comics et BD. Je vous conseille même cette chaîne dans sa globalité, vous pourrez trouver tous les liens dans la description. Sur ce, je rends l'antenne, à vous les studios. Qui parlait de comics. Merci. Et même si on m'a dit de pas le faire, ça parlait pas de comics sans MS. Oh. Génial. On S'il te plaît, s'excuse Baptiste. pour Donc, cette blague. On va perdre au moins 22 particulière. viewers. Donc du coup, j'avais une question moi aussi parce que voilà, j'ai préparé, j'ai écouté les chroniques, C'est bien, super Juanito. bien. Ah ouais. Et je me suis dit si par exemple comme moi, tu étais un chroniqueur assez foireux et que tu voulais commencer les comics,
qu'est-ce que tu nous conseillerais pour démarrer comme ça sur l'univers Marvel? Excellente question. Alors déjà, voilà, et pour démarrer les comics de manière générale, plutôt Marvel que DC, puisque DC a énormément de reboots et du coup de vieux comics qui sont plus d'actualité. Là aussi, on va perdre beaucoup de viewers, je pense, mais Oui. vas-y, continue. Là où Marvel, la plupart des comics sont encore d'actualité, hormis ceux qui dès le départ étaient mis hors série. Du coup, je conseille de démarrer d'abord par des comics qui traitent d'un personnage ou d'une équipe qu'on connaît via les films et qu'on aime pour aider plus facilement à rentrer dans l'univers. Et ça rate combien ça? Alors, il y a... Bah oui, on parle toujours Voilà. d'argent, ça compte l'argent. Alors, il y a plein de moyens pour les avoir en ligne, même si légalement, je devrais pas trop le dire. Ah non, mais tu peux le dire, on n'a pas le CSA qui nous colle au cul, donc on peut dire, n'hésitez pas à télécharger illégalement sur plein de sites internet. On peut le dire. Les torrents, On peut le Après- dire. on peut le dire, oui, on peut le dire. on peut le Après, il y a Oui, certaines... parce qu'on n'est pas sponsorisé. Après, il y a certaines applications de lecture en ligne de comics faites pas directement par les éditeurs et qui du coup sont légales. dire. Donc on pourrait- Mais il y a assez peu de choix dessus. Et après, niveau achat, faut compter, alors, pour un intégral, généralement, faut compter entre la plupart, 15-20 euros pour les plus courts, mais certains peuvent monter Donc au jusqu'à 30. final, pour un étudiant lambda, vous n'irez pas manger une semaine au RU, et vous aurez votre intégrale. Je crois qu'on a notre community manager qui veut nous dire quelque chose. Oui, il y a Ricardo qui nous dit que Princesse Sarah, c'est bien pour commencer. On Waouh applaudit, s'il vous plaît. Et Ricardo. Ricardo. Merci beaucoup pour ce conseil judicieux. Ricardo qui a interagi sur le Facebook et qui nous dit qu'on ne parle pas assez des phoques, et c'est vrai que qu'on ne parle pas assez des phoques. On va pas En faire Alaska. en Alaska en plus, c'est Peut-être précis. Pour la prochaine, sinon, hein, on Pour se les fait un petit sujet, peut-être pour la hein. prochaine le débat sur les phoques. On essaiera de vous faire donc un débat sur les phoques en Disons Alaska. un demi-débat. en tout cas. Un demi-débat. En parlant de demi, il Dixième. manque cruellement de bière. Et comme il manque de bière, on a du pastis et on est sur l'apéro l'émission. On est tous ensemble réunis, ça nous fait super plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à partager, à nous suivre, à faire en sorte que qu'on puisse continuer à faire ça, parce qu'on aime beaucoup être là avec vous. Et on ne demande Tous pas ensemble. d'argent, en plus. Encore heureux qu'on ne demande On pas est d'argent. Juste beaucoup d'amour. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Snap, Instagram. On a fait tout ça tout bien. Il y a plein de photos. Vous pouvez nous voir en direct sur les Snapchat. N'hésitez pas à aller du coup sur la page du Facebook. Il y a tout qui est indiqué. La community manager, elle fait un grand sourire. Donc je crois que tout est bon. Un grand sourire. Non, oui. Elle n'aime est pas bon. trop le micro. On va passer à la suite et la chronique suivante Oui. de Chronoculture, Tout à fait. présentée par Pam, le Pamosaure. Je t'envoie le micro. Et oui. Donc moi c'est Pam ou Pamchou, Pamouné, Pamou, le Pamosaure, comme vous voulez, tout ce qui commence par Pam, qui est mignon, qui est sympa, qui est joli. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter ma chronique qui s'appelle le YouTube Game. Alors c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous présenter une chaîne YouTube relativement peu connue, mais qui a déjà ses marques sur la plateforme vidéo de Google. Donc en général, ça va être des chaînes de 10 000 à 100 000 abonnés environ. Hein. Après, on verra si je fais des épisodes un petit peu différents. Et aujourd'hui, pour lancer donc l'épisode pilote de mon émission, le YouTube Game, je vais vous parler justement de Pilote, ou Pilote, la chronique série dans son nom complet. Alors Pilote, qu'est-ce que c'est ? C'est 77 000 abonnés pour 44 vidéos, et ça parle, comme son nom l'indique, de série. Le principe de la chaîne, c'est de vous présenter l'épisode pilote d'une série et de dire pourquoi elle vaut la peine d'être regardée. Donc en fait, Nicolas, l'auteur de la chronique, est comme vous, il déteste les spoilers, et le meilleur moyen de ne pas être spoilé quand on parle de série, c'est donc de parler uniquement de son premier épisode, de long de la chronique, je le rappelle, Pilote. Alors bien sûr, il présente et analyse certains gros succès comme The Walking Dead ou The Big Bang Theory, mais également des titres moins connus comme The Wire, The Leftovers ou encore Utopia, injustement annulé après 2 saisons seulement. Et d'ailleurs, je reviens pour le petit fait d'actualité que Netflix a été vraiment vilain dernièrement, parce que je crois qu'il a annulé, il n'y a pas de suite à Sense8. Donc voilà. Merci. Merci Netflix, hein, bravo. Donc voilà, ceux qui suivaient Sense8 jusqu'à aujourd'hui auront ce même petit goût d'amertume que ceux qui étaient fans d'Utopia à l'époque. Voilà, donc outre les vidéos sur les épisodes pilotes, il parle parfois d'une saison dans sa totalité pour étoffer un petit peu son propos, ce qui est un petit peu plus intéressant que se limiter seulement au premier épisode. Donc que vous soyez amateur ou fin connaisseur du monde sériel, vous aurez également la chance de découvrir quelques spécificités de ce médium, comme par exemple le bottle épisode, ou épisode bouteille dans la langue de Molière, l'importance du showrunner, ou bien quelques anecdotes amusantes sur diverses séries. Donc comme je vous le disais au début, le tout est garanti sans spoiler, et permet non seulement de découvrir de nouvelles séries, mais également d'en apprendre plus sur elles et comment elles sont fabriquées.
Bref, si vous connaissez Karim Debache, vous ne serez pas dépaysé, puisque même si ce Nicolas n'atteint pas encore son talent, il arrive comme lui à garder le téléspectateur attentif et intéressé par ce qu'il raconte. Et puis bon, si vous connaissez pas Karim Debache, non seulement je vous invite très fortement à aller voir son travail, mais d'une manière générale, j'en parlerai dans un prochain épisode, je pense. Sur ce, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne écoute sur l'apéro la mission. Génial. Pami, el famoso. Oui. Tu as une grande fan, Hélène t'a envoyé un cœur. Ah, Beaucoup de cœurs. merci Hélène. Donc, du coup, je vais rebondir sur Pilote. Il Yes. y a plein de trucs. Moi, j'ai rien compris parce que j'ai du mal à suivre en fait. Je crois que le pastis me monte à la tête. parle pas très bien, c'est ça. Du coup, comment tu as découvert cette chaîne et puis Pilote, ton épisode préféré de Pilote? Ouh, excellente question. Alors comment je l'ai découvert je ne sais plus. À mon avis, je devais regarder des vidéos stupides sur YouTube et puis sans doute que dans mon fil à droite, dans mes propositions, soit c'était ça et du coup je suis cliqué et je trouvais ça intéressant, soit c'est quelqu'un qui m'en a parlé, soit j'ai dû traîner genre sur la bibliothèque d'Alexandrie de je sais pas quoi qui regroupe plein de youtubeurs et de vidéastes. Bref. La Un petit peu par bibliothèque hasard, d'Alexandrie. Non, mais c'est la vidéothèque d'Alexandrie, je crois. Vidéothèque d'Alexandrie, on Oui. me dit à l'oreillette. C'est une plateforme qui a été créée pour regrouper toutes sortes de chaînes de youtubeurs, que ce soit scientifiques, historiques, littérature, un peu de tout. Cela dit, il y a eu quelques débats à propos de cette vidéothèque parce qu'il y a des gens qui étaient déjà très connus qui y sont allés et qui ont un petit peu volé l'audience et finalement, voilà, il y en a qui sont retirés. Bon, bref. Vous pouvez quand même aller y faire un tour si vous êtes curieux. Vous découvrez de bonnes chaînes, je pense. Et surtout, parce Et qu'on- donc, Oui, donc, pardon. mon épisode préféré de Pilote, la chronique série, je pense que c'est celui sur le bottle épisode, justement. Bottle épisode. Bottle épisode. Bon, je suis pas trop censé vous le dire parce que du coup, je vous dirais, allez voir l'épisode et il vous dira ce que c'est. Mais bon, quand même, pour vous donner envie, en fait, c'est un épisode qui souvent se passe à huis clos, genre dans une seule pièce, et en fait, qui a souvent un petit budget. Et donc, c'est souvent en plein milieu d'une saison. Ils font ça pour. En fait, on découvre toute la substance de chaque personnage parce que comme il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de déplacements, etc. C'est en fait le personnage qui donnera le goût à l'épisode. Donc voilà, notamment, je vous conseille, si vous connaissez Community, de revoir l'épisode Bouteille où Annie, je crois, a perdu son stylo et du coup ils se retrouvent tous dans une salle. Ils disent, hey, il est où le stylo? Il Waouh. finit sa poêle. Waouh, là je crois que on peut applaudir. Ouais, c'est waouh. Waouh. Pardon, je suis allé un peu J'essaye vite, de chercher mais j'arrive pas. Bah c'était Pami. Ah oui, Tibi, tu as un truc à dire. Question. Il y a des questions, c'est bien, ça interagit. Un truc par rapport à la vidéothèque d'Alexandrie. Il existe à peu près un équivalent pour le YouTube français et uniquement pour le YouTube français qui s'appelle YexTV et sur laquelle toutes les chaînes qui a au moins 50 abonnés est répertoriée et c'est classé par type de chaîne, tout ça. Donc peut-être on pourrait y être bientôt. Oui. Bientôt. C'est génial. D'ailleurs, Potentiellement. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub de notre très cher Baptiste. Il y a sa chaîne Monsieur Pissenlit qui est rentré dedans. Je l'ai fait moi-même. C'est vrai? Oui. D'accord, le mec il me promouvoit, je sais même pas que c'est génial. C'est officiellement dans le catalogue officiel du YouTube français. Ouais. Allez-y, Effectivement, les copains. Je vite fait là parce que je vois quelques commentaires, notamment Raph qui me dit The Leftovers, on connaît un. Oui, je sais, elle est de plus en plus connue, mais bon, c'est pas non plus. Personnellement, la plus connue. je connais pas Ouais, moi. moi, donc. je ne connais pas, mais donc. Et à Björn Tra, effectivement, il y a beaucoup de chaînes qui sont injustement connues, et notamment celles que tu indiques, donc Point de vue social, Thinkerview, Horizon Goal et Hygiène mentale que je connais et que je présenterai peut-être que dans les prochains épisodes, j'en présenterai plus d'une pour être un peu plus intéressant. Mais... C'est génial. T'es en train de dire qu'on a quand même des auditeurs intéressants qui interagissent avec nous. Ça fait beaucoup de trucs. Merci Björn pour cette superbe. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et je crois qu'en fait, je sais très bien ce qu'on va leur dire, c'est que tout ce que tu viens de dire, tout ce que Tibi vient de dire, tout ce que Clébar a dit, tous les liens, de tout ce qu'on parle, ça sera directement disponible sur le Facebook et sur la rediffusion YouTube. Donc n'hésitez pas par la suite à nous diffuser un maximum dans toute la planète entière, the world, the people. Je tiens quand même à féliciter un mec qui vient, qui est quand même le seul auditeur qui n'est pas dans le live mais qui est avec nous, qui s'appelle Eric. On peut l'applaudir. Ah merde. J'adore applaudir les gens, c'est génial. Le mec il vient en retard, le mec pendant une chronique il te fait tu peux me passer la bouteille parce que j'ai soif. Il est là, il fume une clope, il a fait partager. Bah, génial. Génial. Waouh. Le régisseur aussi, il est là, il est peinard, il est posé. Ça va, tout va bien? Oui. Génial. Oui, de loin, le régisseur Donc- est loin. On en est maintenant aux 3/4, 1/4, 7/7 de l'émission. À peu près. Et on va passer à la chronique du chat qui va nous régaler. Oui. Eh bien, j'espère. Miaou miaou, c'est à toi. Et Miaou miaou.
Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chronique Petit jeu entre amis. C'est une chronique qui présente essentiellement des jeux de société divers et variés. Donc, pour cette première chronique, je vous présente les loups-garous de Terre-Lieu. Donc, je vais réexpliquer les règles et les cartes qu'on trouve pour pouvoir faire une suite à cette émission qui traitera de toutes les extensions. Alors, les loups-garous de Terre-Lieu, c'est un jeu de groupe créé en 2001. Il est conseillé d'être au minimum 10 quand on est débutant, ou moins, mais vous verrez ça dans l'épisode bonus. Ça veut dire que déjà il faut 10 amis quoi. Ah, si t'as pas d'amis, Ah, merde. va jouer sur loup-garou en ligne. D'accord. Je peux pas te proposer d'autre chose. Hein. Très bien. Donc, pour commencer, le loup-garou, il faut avoir le jeu. Ou alors en fabriquer un de vos propres mains, comme notre Une cher certaine, community manager. Donc, ça se compose avec une équipe de joueurs et un meneur. Dans le jeu de base, les joueurs n'ont que 2 buts. Pour les villageois, tuer les loups-garous, et pour les loups-garous, tuer les villageois. Le jeu se fait en 2 phases, les jours et les nuits. Le premier jour, on élit un capitaine qui possédera 2 voix au vote. Et s'il meurt, il choisit lui-même son successeur. La première nuit, le meneur réveille alternativement Cupidon, le voleur, la voyante, les loups-garous et la sorcière. Puis le jour suivant, le meneur annonce le ou les morts s'il y en a eu. Et puis il y a un débat pour savoir qui est-ce qu'on va tuer, parce que oui, c'est archaïque. Ah, Et ainsi de suite, on reprend. C'est Faut tuer des démocratique, c'est gens. pas si archaïque que ça. En plus Moi, t'as 10 sur la amis. place publique. Moi j'aime bien le système. Oui, mais c'est un C'est peu direct. majoritaire, donc c'est pas si débile que ça finalement. Mais c'est quand même, il te faut 10 amis et tu tues les gens quoi. Ça craint quoi. Puis les gens sur des suppositions de leurs voisins qui... Ouais, mais Oh oui, il allait boire de l'eau à minuit, il faut qu'on le tue. Non mais il y a des loups-garous qui rôdent, attends, ça déconne pas. Enfin, il y a donc quelques cartes supplémentaires, qui sont des rôles spéciaux glissés parmi les villageois. Donc Cupidon, la voyante, la sorcière, le chasseur, la petite fille et le voleur. Ils vont filer un coup de main avec des rôles spécifiques. Donc Cupidon qui choisit 2 personnages qu'on considère comme amoureux. Si l'un des amoureux meurt, l'autre meurt aussi. Et si un villageois et un loup-garou sont amoureux, leur but à eux c'est de tuer loup-garou et villageois. Il faut juste qu'il n'y ait plus que 2. C'est très... C'est bizarre d'ailleurs, Particulier. 2 amoureux qui exterminent tout le monde pour. Bah, si t'as un loup-garou et un L'amour villageois, vengeur. Ouais, l'amour vengeur. Ouais. Apparemment à la régie on te dit il faut que tu montes le micro. On a un régisseur très explicite. C'est un peu bizarre, un peu tendancieux quand même ce que tu viens de faire. Ouais. Bon, je vais pas dire à quoi ça ressemble, mais les gens s'imaginent très bien, je On crois. se Bastille, c'est les enfants qui regardent. Oula. Et un verre. Coucou Enfin. maman. On n'a pas Facebook. je vais continuer avec la voyante. Une fois par nuit, elle peut voir la carte d'un joueur de son choix. Elle se réveillera toujours avant les loups-garous. La sorcière qui se réveille après le loup-garou, qui peut ressusciter le mort des loups-garous, tuer quelqu'un de plus ou ne rien faire. Le chasseur qui, quand il meurt, entraîne quelqu'un dans sa tombe. Ça a l'air super gay quand même comme jeu. C'est... C'est vachement fun de tuer les gens. C'est très. Quand c'est pour de faux, bien sûr. Ah oui, en effet, c'est pour de Bon, faux. même je suis sûr que. Non, pardon. Pour de vrai aussi, c'est marrant. Chut, Tibi, on Bon, regarde. apparemment, il y en a qui s'appelaient. On essaiera de vous faire une partie qu'on vous postera peut-être sur la rediffusion. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Ça pourrait être sympa. Il reste donc le chasseur, pardon, j'oubliais. Non, je viens de le dire. La petite fille qui peut tricher. Oui, un jeu où on nous dit qu'on peut tricher. Et le voleur qui peut voler une carte au hasard parmi les autres joueurs. Et du coup, qui change de personnage. Et qui du coup change de personnage, effectivement. Voilà qui conclut notre chronique Loup-garou de Tierce-Lieu, édition de base. Si vous vous ennuyez, donc le site de Loup-garou en ligne vous permet Ah, c'est vraiment possible, c'est pas une connerie. Non, il y a un c'est site vraiment de possible. Loup-garou en ligne. C'est encore mieux tuer des inconnus à vrai dire. Tu tues des inconnus, mais tu peux jouer avec tes amis sur des parties privées. Au moins, si vous après, n'êtes pas au tes- même endroit. Mais tes amis ne te haïssent pas après parce Ouais, qu'ils c'est pas mal. ils c'est habitent sûr. avec Tu peux les garder quoi. Ouais. Tu peux garder tes amis. Ils ont d'ailleurs une nouveauté sur le site Loup-garou en ligne qui est une partie en live sur Twitter. C'est tout nouveau. Ils sont en train de le développer. Sympa. Cool. Voilà. Donc c'était le chat pour l'apéro l'émission. Yeah, le chat. Ah. Alors, dans les commentaires, on nous dit qu'apparemment, il existe une application sur Android pour y jouer, au loup-garou. Et une autre personne te demande, on dit terce-lieu ou tierce-lieu? Voilà, question qui tue. Il y a un i, donc j'imagine qu'on dit tierce-lieu. Génial. C'est pas une très réponse gentil, ça. constructive. Moi, je pense même ce qu'on pourra faire dans un futur proche, lointain et pas trop lointain, c'est qu'on pourra faire une émission en direct filmée avec le jeu Loup-garou du Tierce-Lieu et celui qui gagne pourra faire offrir un petit cadeau à un auditeur fidèle. Car oui, il faut fidéliser les Celui qui gagne. Le mec qui est pas mort, j'imagine qu'il y a un loup-garou qui gagne ou un villageois, si j'ai bien compris la là-dessus. suite. Je comprends pas. Bah, c'est le mec qui a gagné parce que les autres sont morts. Parce qu'il faut tuer ses amis. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un cadeau au gagnant
Non, Est-ce parce les que le morts gagnant on le ont connaît. Et moi, intéressant. les gens qui y a autour de la table, je peux pas les blairer. C'est des chroniqueurs. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, ça serait sympa de faire gagner quelqu'un Des qui. gros niqueurs. Ok. Vous êtes sur l'apéro l'émission. Attends, quelques questions, oui. Je vais réagir sur un commentaire qui parle du loup-garou pour une nuit. J'ai envisagé d'en parler, mais dans l'émission spéciale qui vous explique comment jouer à partir de 3 joueurs, justement, comment jouer sans meneur, et ainsi de suite. Donc j'en reparlerai d'ici 5 émissions. Et donc, moi, Alors, juste- Vas-y, Théo. Pardon, Tibi. voilà. Oh, sacrilège. Il a dit son nom. Mon Il a Dieu. dit le nom. Oh mon dieu. Vas-y, Tibi. Vas-y, Tibi. Alors, juste parce que c'était pas très clair dans la chronique, la sorcière, elle peut ressusciter ou tuer, mais est-ce qu'elle peut faire les deux dans la même nuit? Oui, la sorcière peut faire les deux dans la même nuit. Après, il y a des Elle gens qui n'est sont. limitée que par le fait que tout au cours de la partie, elle n'a qu'une seule potion de vie et qu'une seule potion de mort. Bon, la sorcière, c'est une bâtard, en fait. Bah en gros, Ça dérape, ça bah, dérape. en général, Ça dérape la pas. sorcière, elle garde la potion de vie pour se ressusciter elle-même et la potion de mort pour tuer quelqu'un qu'elle n'aime pas. Moi, j'ai des questions un peu plus techniques. Combien coûte le jeu? Entre 10 et 15 euros. Ah, ça regarde sur la pochette. Ouais. Après. Klepto conseille de ça- fabriquer le et ça soi-même, dure elle a com- raison. Ça dure combien de temps à peu près une partie? Une partie peut durer entre 15 et 60 minutes, ça dépend combien t'as de joueurs. Je te dis, Pam, le do it yourself. Ouais, et en parlant de ça, ça rejoint ce que j'allais dire, c'est que on pourra peut-être partager ce que notre ami Marilou, community manager, a créé, c'est-à-dire Oui. un petit jeu du loup-garou, On pourra. mettre 2-3 photos si ça peut inspirer les gens et les aider, parce Très que c'est joli. vraiment un jeu sympa quand on a des amis et qu'on y tient un peu et qu'on a envie de les tuer parce que c'est sympa. Ah, ça y est. Et en entendant Maud qui nous dit, Maud la licorne qui nous dit qu'elle n'a pas d'amis, comme elle n'a pas d'amis, elle est souvent chez elle, triste, seule, morne, en train de jouer de la guitare. Et donc on va se faire un petit instant musical. Et comme tout petit instant musical, on est à la moitié quasiment de l'émission, on envoie le deuxième jingle, non? Ah non, d'accord. D'atteindre 1 heure d'émission. Comment ça? On est déjà à 1 heure d'émission? Mais c'est pas possible. L'émission devait durer 1 heure. Mais non, il est 18h37, tu te racontes? On a eu les 10 minutes de... 50 c'est 59, 40, 50... Alors, on a eu les 10 minutes de base du début, puis on a eu 10 minutes qui sont rajoutées à un moment ou dans un autre dans le live au début, parce que C'est quand pas on a grave, commencé, ça c'est faisait pas 20 minutes grave. que ça tournait. C'est pas On grave, enchaîne. on démarre à 18h, on sait pas à quelle heure on finit, c'est l'apéro l'émission, on est tous ensemble et on envoie le deuxième jingle. Un, deux, un, deux. Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans la vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi j'avais des couilles, ou j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal.
posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, belle comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non, je plutôt me taper des putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Si j'étais un homme, si seulement, si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout. J'aimerais tellement pisser debout, pisser debout. Génialissime, on a Maud Waouh. qui conclut Ouais. dignement Chronoculture et qui nous fait une transition de folie pour le débat. Oui. Vraiment, bravo, Le impressionné, débat. une très jolie voix, une chanson très engagée. Là, on vient, ça y est, d'avoir, comment dire, toutes les féministes qui vont être avec nous. Maud, tu veux nous dire quelques mots? Tu as eu énormément de cœur et d'amour sur Facebook. Ah ouais. Moi j'aime, Oui. Cette chanson apparemment. j'aime les cœurs. Donc c'était une chanson de Guédré qui s'appelle Pisser debout, comme vous l'auriez pas compris. Voilà. Oh, surprise. Alors, merci Mathilde, moi aussi je t'aime. Voilà, j'ai vu beaucoup de cœurs et je suis contente. Bisous Louise, bisous tout le monde, je vous aime. Ouais, encore une fois. parce que c'était vraiment génial. Merci. Génial. Donc on va passer à la suite de notre émission et c'est, comme je l'ai dit, c'est une très jolie transition pour parler enfin du débat, notre deuxième partie avec, Ouais. encore une fois, un superbe jingle. Deuxième partie de l'apéro, l'émission, on est tous ensemble pour le débat. C'est génial, vous êtes de plus en plus chaud. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent. Maud, t'as fait vraiment un succès. Je pense que tu vas avoir des fans. On va peut-être organiser un concert. Qui sait? Allez. Par contre, il va falloir que tu fasses des... Ouais, d'accord, ça va. Oui. Il y a René Hernandez qui demandait même si c'était du direct, la chanson. Ouais, la sûr. chanson, c'était du direct et il faut croire que... Il faut quand même remercier René Hernandez, qui est quand même notre producteur, car il nous fait venir chez lui pour qu'on fasse les Mongols. Applaudissons René Hernandez. On va continuer cette émission de farfelu, friban, frofofafifra. Ça fait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de phrases. Et on est donc sur le débat. Attention, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui touche tout le monde, un sujet donc qui a été abordé dans la chanson, un sujet qui parle de poil ou pas poil. Poil ou pas poil, je vais diriger la parole sur qui veut bien parler, qui veut bien s'engager. Ça y est, je vois que notre auditeur, il faut expliquer aux gens qui voient bien, notre auditeur Eric vient de se mettre torse nu, Voilà. et donc on sent déjà un engagement. Il est poil. Il est poil. À la régie, tout va bien? Tout est bien? Tu veux pas nous dire un petit mot par hasard? Escalope. C'était C'est notre régisseur préféré. Donc démarrons le débat, poil ou pas poil, et je vais laisser la parole à Clébar. Très bien, ok, pas de souci. C'est génial. On envoie direct. Poil pas poil, poil pas poil, c'est une question compliquée en vrai. Je pense que bon, on va commencer de suite. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, alors moi en fait, du coup, quand on m'a donné le sujet du débat, je me suis intéressé en particulier à l'épilation, évidemment, comme beaucoup de monde. Et du coup, je suis tombé sur deux études assez intéressantes qui demandaient, alors une juste aux femmes et une à tout le monde. Je sais pas, la deuxième, je pense qu'elle est plus intéressante. C'est une étude française, donc faite par l'Institut IFOP pour TUKIF, qui a interrogé 1003 personnes de plus de 18 ans en 2014, donc hommes et femmes. C'est quoi tu kiffes déjà? Ouais, TUKIF. Alors TUKIF, pour nos auditeurs, c'est Tu kiffes Ouais, TUKIF, absolument. Et ben,
Donc je vois que Monsieur Hernandez est un connaisseur, qui Les rigole mâles beaucoup. qui nous écoutent connaîtront peut-être. Voilà, moi je ne connaissais pas ce site avant de trouver ce sondage. Donc TukiKiff est un site à caractère pornographique, réservé à un public averti et majeur et vacciné. C'est magnifique. Bref, du coup, on parle de tout dans cette chronique, c'est génial. Donc du coup, donc en fait, elle a fait un sondage parmi des hommes et des femmes français. Et parmi les femmes, il relevait qu'il y avait donc 15% qui n'avaient donc aucune épilation. On parle de sexe ici actuellement, hein. Je parle pas du reste du corps. Moi, je concentre vraiment sur le sexe, c'est mon domaine. Donc 15% qui n'avaient aucune épilation, 22% qui s'épilaient et se rasaient autour des lèvres. On parle toujours des lèvres d'en bas. Et 58% qui s'épilaient sans se raser autour des lèvres, ce qui nous fait 85% d'épilés. Oui, parce qu'il y a aussi un petit pourcentage qui avait une autre forme d'épilation. Alors, entre autres, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'était de voir que parmi les 25-34 ans, il y en avait 97% qui s'épilaient. 97%. Chez les femmes, Alors, les hommes ou chez les deux femmes. Chez les femmes. Là, je parle des femmes. J'ai pas de chiffres pour les hommes. C'est un peu triste d'ailleurs. Mais je pense qu'on va en parler plus tard. Mais c'est normal, c'est beaucoup de femmes qui regardent les films porno, c'est bien connu. C'est bien connu, absolument. Donc du coup, 97%, c'est les 25-34 ans. Et alors, c'est marrant parce qu'ils avaient fait des corrélations avec le niveau d'études, le mode de vie, la religion, l'orientation sexuelle ou quoi. Et en fait, donc on constatait effectivement que le taux de femmes qui s'épilent le sexe baissait légèrement après le bac. Donc pour les études à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, c'était moins fréquent que chez des bacs ou en dessous du bac. Donc ce taux d'épilation est plus fort chez les femmes étudiantes ou au foyer, ainsi que chez les femmes sans religion. Et donc évidemment, c'est très lié à la fréquentation de sites porno. Il y a vraiment, je pourrais mettre le lien de la Ouais, c'est vachement intéressant. de l'étude plus tard sur le site, mais on voyait donc les consommatrices, fréquentatrices de sites porno, vraiment c'est pas du simple au double. Et curieusement, chez les bi et lesbiennes, elles sont beaucoup plus nombreuses à s'épiler le le pubis. Oula. C'est du direct. Et alors donc l'autre truc intéressant là-dedans, c'était que ils avaient fait un sondage chez les hommes, non pas si les hommes s'épilent, mais plus qu'est-ce que les hommes préfèrent. Et alors actuellement, donc dans ces sondages qui concernaient du coup 1003 Français, je précise, il y avait 77% des hommes qui préféraient les femmes épilées contre 23% qui préféraient aucune épilation. Et parmi les hommes qui préféraient les femmes épilées, 43% préféraient un rasage autour des lèvres et 27% préféraient pas autour des lèvres. Sachant que ici aussi, en fait, c'est chez les jeunes que ce chiffre est le plus haut, en fait. En fait, je pense que tout ça, on peut en tirer un truc, c'est que visiblement, il y a une mode de l'épilation qui se développe, qui est apparue assez récemment. Oui, une mode, on le voit. Mode de la licorne. Bonjour, mode. Génial. Donc une mode qui s'est développée surtout chez les jeunes. Alors bon, moi, là-dedans, j'ai l'influence américaine, mais c'est parce que je suis un putain de rouge, encore une fois. Mais je pense que l'influence américaine n'est pas négligée là-dedans. Et je laisse la parole, je parle beaucoup là. Parlez autour de moi. Mais t'as dit beaucoup de trucs intéressants. Rebondissez sur ce que je disais. Effectivement, alors je suis tout à fait d'accord. De toute façon, tout ce que tu as dit, c'est basé sur des études, une étude notamment, mais des études. Une étude quand même de sites porno. Hein. Oui, alors justement. C'est intéressant. Hein, il y a un parti pris déjà. Voilà, c'est une étude IFOP. IFOP Pardon. Ah. Mais donc c'est pour la fréquentation, j'imagine. C'est intéressant parce que ça pose d'autres questions en fait qui pourraient amener à d'autres débats sur la fréquentation des sites porno et comment en fait on arrive à faire venir des clients. C'est un peu ça. Mais un peu comme nous en fait. Vas-y, Pamozor. C'est juste pour revenir. Il y a, à mon avis, et beaucoup de gens le disent et en parlent, qu'effectivement, notamment le porno a un peu démocratisé l'épilation et notamment au niveau du maillot. Mais quand on recherche un petit peu, alors déjà l'épilation en elle-même, c'est pas récent du tout. Donc depuis l'Antiquité, ça existe. Donc l'Antiquité, c'est genre de moins 3000 à plus 500 trucs. C'est génial. Comme ça. On est rentré dans une chronique historique. Donc ça existait déjà. Sans doute que j'imagine que mais il s'épilait avec quoi les archéologues, ils devaient être quoi on va dire. Les archéologues. Tu crois qu'Indiana Jones oui, quand tu vois une fresque avec des gens qui s'épilent ou alors plusieurs choses, et notamment beaucoup à l'époque des pharaons en Égypte, donc en moins 1000, etc. Beaucoup de sépultures féminines ont été retrouvées et à côté des pinces à épiler. D'accord. Cléopâtre, elle devait envoyer. Ils se sont dit tiens, c'est des pinces à épiler, je sais pas exactement, je suis pas moi-même archéologue, mais il restait des poils dessus, peut-être. Peut-être.
Sans doute. Et d'ailleurs, C'est assez horrible voilà. ce que tu viens de dire. Hein. Oui, je sais. Bien qu'on dise aujourd'hui, apparemment c'est une question d'esthétique ou de goût, de toute façon chacun fait ce qu'il veut, mais à l'époque c'était notamment une question de pureté, parce que les poils, c'était quoi? C'était les animaux. Alors on revient là-dessus. Hommes, on est au-dessus, donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève nos poils pour montrer qu'on est plus pur. En tout cas, c'était déjà l'idée donc à l'époque égyptienne, mais petit à petit même en Occident notamment, l'Église, elle disait un petit peu ça parfois. Ça dépend, l'époque des croisades, etc. Mais donc pour ça vous dire, donc j'ai parlé d'Égypte. À l'époque romaine aussi, les Romains, vous savez, ils portaient des petites jupettes, des trucs comme ça. Donc ils s'épilaient et des notamment sandales. les d'ailleurs. jambes. Ah ouais. Pour un peu se la péter. Les hommes devant romains leurs copains. Les hommes romains. Ah mais Voilà. ça, c'est intéressant. C'est pour ça. Mais là, c'est surtout les jambes. Ensuite, donc j'avance dans ma chronologie jusqu'à oui, pardon. Et donc les croisades, j'en parlais, donc du 11 au 13e siècle. Moyen Âge, c'est pas le Moyen Âge après? C'est à peu près ça, le Moyen Âge, dans ces eaux-là. Donc les croisades, et en fait, pendant leur croisade, en fait, ils se sont aperçus, donc les gens qui faisaient croisade, que les gens qui butaient et tout ça, ils étaient aussi un peu épilés, donc aux aisselles, parfois au pubis, et notamment sur le front, donc un petit peu tout autour. Pourquoi? Et vous allez, je pense, tilter, c'est que jusqu'au 19e siècle, le front, ils épilaient beaucoup, et notamment vous verrez sur les tableaux, un front assez large, blanc et tout ça, encore une fois, pour montrer la pureté. Vous savez, la plupart des tableaux, des gens, ils sont nickel, ils sont propres sur eux-mêmes, ils ont plutôt un front assez large. Du coup, je me sens un peu con, j'allais dire c'est pour le casque. Mais bon. Moi aussi, je pensais ça, tu vois, mais pas du tout. Il a fait venir, mais il nous a tués. Le croisé aussi, mais. À l'époque, un grand front est un signe d'intelligence aussi. Oui. Donc 10 000 troncs. 10 000 troncs. Cette chronique est devenue historique. C'est beau. Voilà, et ensuite on arrive du coup au XXe siècle, mais au XXe siècle il n'y avait pas encore beaucoup de porno, et pourtant c'est revenu Déjà. assez vite, donc à peu près à... Ouais, donc les croisades, ça... on me dit en commentaire, au Moyen-Âge c'est du 5e au 15e siècle, donc les croisades du 11 au 13e siècle, ça rentre dedans. Mais effectivement, merci de repréciser. On apprend l'histoire aussi. Hein, c'est génial, c'est une chronique historique, on apprend beaucoup de choses. Et je finis juste, du coup, fini. Pourquoi c'est aujourd'hui venu si vite qu'on s'épile le maillot, les aisselles et un peu partout. C'est donc dès le milieu du XXe siècle, il y a eu plus de vacances à la mer, dans les bains, et même on prenait des bains de soleil entre guillemets, et donc on commençait à se dévêtir un peu plus, et ensuite les années 70-80, il y a eu les médias, donc la télé, donc la radio on pouvait pas trop voir, mais le début de la télé, donc à la télé forcément ils ont commencé à montrer des gens un petit peu plus, on va dire nus, mais un peu plus dénudés, et avec moins de poils, etc. Et puis le lancement du string aussi qui a fait plutôt fureur, Oui. et forcément un string avec un peu des poils, tout ça, ça gênait les gens, et donc petit à petit Mais on est aujourd'hui... C'est pas un peu une ineptie quand même? T'es en train de nous dire quand même que comme du coup les gens travaillent moins, ils s'épilent. J'ai envie de faire j'ai envie d'être un peu méchant et de faire une radio communautaire. Allez, vas-y. Mais les gens qui travaillent moins, les punks, ces gens-là qui n'ont rien à faire de leur vie, ils gardent leurs poils. Donc c'est complètement contre-productif tout Absolument. ça. T'as quoi à dire, hein, Clébard? T'as quoi Rien à du dire? tout, moi j'ai mes poils, je les garde. Je t'emmerde. Ah d'accord, ouais, bon, Avec c'est amour. ok, Avec ça va, c'est clair, ça Mais va. avec beaucoup d'amour, Chacun toujours. fait ce qu'il Oui, veut moi aussi, encore, ça va, beaucoup d'amour. on rappelle. Donc du coup, on peut pas conclure sur un sujet comme ça, mais Non, il n'y a pas de conclusion. Il y a pas de conclusion. Un petit historique, hein, c'était... Qu'est-ce que Maud je pense que Maud a quelque chose à nous dire. Ouais, vas-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maud. Alors, moi, je suis là pour témoigner. Témoigne. C'est parti. Je suis là pour témoigner. Alors, ma vie, mes poils. Ma vie, mes Ma poils. vie, mon œuvre, mes poils. C'est simple. À ma puberté, j'ai fait comme toutes les filles de ma classe. J'ai commencé à m'épiler les jambes, les aisselles. Et j'ai jamais, je vais pas vous donner l'idée, j'ai jamais osé aller me faire épiler le pubis parce que ça m'angoissait que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Et j'ai jamais eu le courage de le faire moi-même. Bref. Tu t'es épilé le front? Non. De toute façon, c'était une partie que les gens que je côtoyais en cours n'avaient pas à voir, donc c'était pas un problème. Donc c'était vraiment à but social. Ce n'était vraiment pas pour moi que je le faisais. Et puis C'était à rattraper. la société m'a rattrapé. Voilà. T'avais rattrapé. J'en avais marre. Ça me faisait chier. Je perdais du temps, je perdais de l'argent, je perdais de la patience, et j'en avais ras le cul. Et je douillais. Je suis une chochotte, il faut le savoir. Je suis en sucre et une licorne. C'est quand même excusable, je pense. Oui. Et un jour,
j'ai enfin rencontré un gars qui m'a rien dit. Il m'a pas dit ah mais t'es pas épilé les jambes, c'est moche, vas-y rase-toi, wesh. Et du coup j'ai rien fait et depuis je ne me suis plus épilée et je pense que je suis beaucoup plus sereine qu'avant et j'ai plus de temps pour dormir et j'ai plus de temps pour manger et j'ai plus d'argent pour m'acheter à bouffer aussi et ça c'est beau. Waouh. Ouais, Ça, c'est du témoignage. c'est poignant. Je suis impressionné. Moi, je sais pas Voilà. quoi dire après ça. Mais alors justement, pour relancer le débat, je me dis, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui fait ça? Parce que j'imagine que tout le monde a la même méthode à peu près. Et donc pourquoi eux, ils n'arrêtent pas? Parce qu'ils se font mal, ils payent, ils passent du temps. Donc pourquoi Pourquoi Je dis pourquoi en mode mais pourquoi? Mais je j'im- vais aussi répondre à ma Après, propre c'est question. mon avis. mais- C'est mon avis. J'imagine qu'il y a un facteur social, comme le Absolument. disait très bien Clébar, c'est qu'il y a un contexte, une influence des pornos, des films et bon, entre autres, hashtag le capitalisme, les États-Unis. Voilà, Oui. là, on a envoyé du lourd. D'accord. Mais oui, mais pourquoi ceux qui, par exemple, je sais pas, mais si je suis un petit peu paumé dans ma forêt, j'ai envie de m'épiler parce que je trouve ça plus beau ou parce que j'ai une envie. C'est pas ni la pornographie ni les États-Unis qui m'ont dit j'ai envie de m'épiler. Et pourtant, Oui, ça c'est des arrive. contextes sociaux, ça peut arriver ailleurs, tu veux Voilà. dire. Oui, c'est intéressant. Alors, bon, du coup, moi, je reviens là-dessus. Enfin, on parlait des États-Unis. Du coup, il y a cette étude américaine qui a été menée aussi. On parlait des raisons d'épilation. Oui. Donc, une étude américaine, cette fois, qui disait que, donc, chez les femmes, parmi celles qui s'épilaient, 60% le faisaient par hygiène et propreté intime, 56% pour le sexe, 32% pour l'esthétique et 46% s'épilent en cas de visite chez le docteur. Ce qui, en fait, n'a aucun sens. Mais bon, on s'en fout. Ouais, donc du coup, la question de l'hygiène et la propreté intime. Je pense que c'est un facteur qui revient beaucoup, surtout aux États-Unis, où le poil est vraiment diabolisé comme étant un signe de sale. Pas qu'aux États-Unis, au Japon aussi beaucoup. Mais voilà, globalement, le poil c'est sale. C'est un peu l'impression qui ressort de tout ça. Et je crois que Théo Bob peut parler là-dessus, Tibi. Ouais, voilà. Alors, moi, je vais vous faire un point un peu en dehors du Un débat. point poil, c'est ça? Merci, Baptiste. Donc voilà, je vais vous faire un petit point légèrement en dehors du débat. Donc, c'est pas mon avis. Ce que je vous donne, c'est juste un point au niveau hygiène et santé. Donc c'est juste un fait scientifique. Donc voilà. Alors comme disait Clébar, beaucoup s'épilent pour l'hygiène. Généralement, la raison c'est la transpiration, puisque c'est vrai que c'est les endroits qui transpirent le plus. Sauf que, alors que vous le vouliez ou non, les poils n'ont rien à voir avec la transpiration directement. Vous transpirerez autant que vous ayez des poils ou non. C'est juste que, généralement, c'est en effet l'odeur, généralement, vient des zones où il y a des poils, parce que c'est là que vivent les bactéries qui se nourrissent de la transpiration et qui produisent des gaz qui, du coup, en éliminant les déchets, qui fait une certaine odeur. Sauf que, du coup, en s'épilant complètement, on détruit les endroits où vivent ces bactéries et du coup, généralement, on en a moins, voire plus du tout. Sauf que ces bactéries ont aussi une fonction de protection du corps, puisque leur présence à ces endroits empêche d'autres bactéries, virus ou champignons de rentrer par ces endroits-là. Mais après, il ne faut pas non plus laisser les zones complètement au naturel, puisque ces mêmes colonies bactériennes, si on n'entretient pas un minimum, elles finissent par se développer trop et attaquer notre propre organisme aussi. Donc, du coup, ce que tu préconises en tant que, enfin, au niveau scientifique, si on prend le niveau scientifique, on a Tibi le scientifique, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être se raser. Et ça amène une question intéressante parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, Pas se raser. pas se raser, enfin, se raser, Alors, non, pas se raser, mais couper. sur, élaguer, quoi. Tailler. Entretenir, élaguer. Voilà. Taillé. Alors, après, du coup, parce qu'il y a aussi du coup d'autres problèmes qui viennent avec l'épilation complète. Par exemple, notamment au niveau des zones pubiennes, puisque une épilation complète augmente le chance d'attraper des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Il y en a même certaines qui ne peuvent être attrapées que lorsqu'il y en qui ont quasiment peu de chance, aucune chance d'être attrapées si on n'a pas, si on a des poils. Donc, dans les maladies favorisées par l'épilation, il y a par exemple les chlamydia, mais aussi le sida. Putain, c'est vachement gay tout ça. Que du bonheur. Voilà. Mais après, bon, une épilation complète empêche aussi d'avoir des morpions. Donc choisissez votre mal. Ouais. Voilà. Par contre, l'épilation, peu importe la zone, entraîne des micro-coupures qui augmentent les chances d'infection. Par contre, le rasage, en particulier si c'est pas un rasage complet, donc plutôt un taillage, mais déjà un rasage même de près,
fait moins de micro-coupures et abîme moins la peau qu'une épilation. Mais déjà, rien qu'utiliser un sabot quand on se rase pour juste tailler, réduire et pas juste enlever, ça supprime quasiment toutes les micro-coupures et supprime donc les risques qui vont avec. D'accord, est-ce que quelqu'un veut Oui, réagir parce qu'en fait, peut-être qu'on l'a pas dit, mais en fait, on se dit à quoi ça sert un poil? Pourquoi on a des poils? Parce que s'ils sont pas arrivés comme ça par hasard, en général, le corps fait plutôt, à peu près vaguement, bien les choses. Parce que, à la base, les poils, c'est pour protéger de la chaleur ou du froid ou encore des ultraviolets. C'est pour ça qu'on a beaucoup de poils sur la tête. Hein, et sinon, sur certains, sur tout le corps aussi. Oui. Parce que j'aimerais en venir après aux hommes, parce qu'on a depuis tout à l'heure, on est quand même ancré vachement sur tout ce qui est femmes, et on n'a pas avec l'étude, avec ce qu'on s'est dit, mais continue. Après, on en viendra aux hommes. Je pense que tu vas nous faire une transition de folie. Non, juste, oui. Juste pour en revenir rapidement à la fonction des poils, dans la zone pubienne, puisque c'est pas censé être exposé au soleil, tout ça. En effet. La raison, on pense que c'est juste pour signaler que le corps est prêt pour la reproduction. Ça n'a rien à voir pour cacher les coucougnettes. Si, non. Moi, j'ai plutôt lu que c'était notamment, enfin tu l'as un peu dit, mais c'était pour capturer les bactéries, notamment pour les femmes, que ensuite les bactéries ne finissent pas dans le vagin, parce que c'est dommage, et parce que notamment la peau est un peu sensible à cet endroit-là. Mais encore une fois, on parle beaucoup des poils pubiens, des aisselles et tout ça, mais aussi on a des poils dans le nez, dans les narines, qui servent également aussi à prévenir des poussières. Et on a aussi même dans les oreilles ou au-dessus des yeux. Ou au-dessus des yeux, voilà, les sourcils pour protéger, encore une fois, principalement des poussières. Donc, pourquoi on n'épile pas cela? Parce qu'on est intelligent et on sait qu'ils nous protègent. Donc, pourquoi on coupe les autres et tout ça? Et de manière globale, les poils protègent en particulier les muqueuses, donc les endroits les plus sensibles du corps. Voilà. Du coup, j'aimerais poser la question. T'as encore un truc à dire? Parce que j'aimerais poser après la question. Une anecdote à la con. Vas-y, Clébar. Il y avait eu, c'est il y a longtemps, il y avait une étude à la con, enfin pas à la con, mais une étude sérieuse, sur le fait que sur des hommes d'ailleurs, entre autres, avec des poils sur les jambes, et ils comparaient, en fait, ils posaient un insecte, et ils comparaient, en fait, par mesure électronique, je sais plus quoi là, bref, du cerveau. Électro-électronique. Ils mesuraient en fait la vitesse de réaction au fait qu'on pose un insecte sur la jambe. Et en fait, les poils ont cette fonction aussi, c'est-à-dire que tu sens plus vite un insecte sur ta jambe quand tu as des poils. Et du coup, techniquement, on devrait sentir plus rapidement si un scorpion mortel vous grimpe sur la jambe si tu as encore des poils. C'est un capteur, quoi. Exactement. Les poils sont des capteurs. Vu la taille des scorpions mortels, généralement, tu le sens même sans poils. Hein. Non, mais on peut citer peut-être, il y a des animaux qui, notamment avec les moustaches ou ça, qui Les sentirait plus facilement. Les tiques, notamment, qu'on sentirait plus facilement et qui vous éviterait la maladie de Lyme, notamment. Au hasard. La maladie de Lyme. Les moustiques aussi. C'est génial. On va venir sur la parce que là, j'ai l'impression qu'on est. Tu sais, il y a Pierre Simès, on est sur France 5. On est chez. C'est quoi l'émission? Pas les maternelles. Point santé. Un commentaire nous dit que c'est marrant qu'il n'y ait que des gars qui parlent de ça. J'avoue. Sachant que Maud a parlé et que mon avis a déjà été résumé. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Ouais, mais Maud peut donner son avis quand même, en dehors du témoignage. Maud, qu'est-ce que tu penses? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est on a parlé beaucoup, comme je dis, des femmes et des poils, leur rapport aux poils. Mais les hommes, parce que moi je connais pas mal de copains qui pas s'épilent, mais se rasent plutôt, pas spécialement les parties. On va pas spécialement rester sur les coucougnettes. Non. Mais parce qu'on a de la barbe, on a des cheveux. Ouais. Parce que c'est des poils, j'imagine, la barbe et les cheveux. Parce qu'il y a pas mal de nanas maintenant qui obligent plus ou moins leurs copains qui demandent plus ou moins et qui forcent leurs copains à s'épiler. Les filles, vous voulez réagir à ce sujet? Non, elles veulent pas réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Maud est plutôt libre. C'est Chewbacca. On a Chewbacca en direct. C'est bien, c'est dans le thème. Non mais effectivement. Je voulais revenir parce que j'ai également des petits sondages, des petites statistiques sur un sondage qui a été fait en avril 2017. Donc ça a vraiment 2 mois. Pour le Cosmopolitan, donc aux États-Unis, 4000 personnes entre 18 et 35 ans qui ont été interviewées, sondées, voilà. Et c'était notamment par rapport à ça, et ils demandaient est-ce que vous avez déjà demandé à votre partenaire de faire quelque chose à ce niveau-là, et apparemment 40% des hommes auraient demandé à leur partenaire, pour seulement 23% de femmes. Donc apparemment les hommes ont un peu plus, on va dire, envie que leur femme que la femme change. Et d'ailleurs je lisais, il y a eu plusieurs interviews, mais il disait qu'il y a une femme qui disait
on a l'impression que les hommes s'attendent à ce qu'on soit rasé ou taillé ou C'est vrai, c'est mieux vrai. entretenu que. C'est vrai. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est sans doute pas bien parce que ça veut dire qu'il y a déjà des je sais pas, préjugés. On en, préjugés, on en revient à de pisser base. debout, la chanson qu'a chanté Maud la Exactement. licorne, Hein, c'est qu'il y a vachement de préjugés. Absolument. voilà. Du Mais, coup, ouais, enfin, il y a une pression sociale qui est énorme en fait, je me rends Ouais. compte. Aussi bien envers les mecs qu'envers les filles. Enfin, donc beaucoup envers les filles de la part des mecs et un peu envers les mecs de la part des filles et beaucoup de la part des mecs. Oui, c'est bon. ouais, on a tout compris, on a tout compris. Voilà. Non, mais en fait, il y a enfin, je reviens encore une fois donc ouais, aux images qu'on nous renvoie, donc que ce soit dans les pubs, que ce soit dans les films porno, toujours. Les mecs sont épilés, les jambes sont lisses. J'en parlais des acteurs hollywoodiens qui ont les jambes lisses, le torse lisse, sans poils, sauf pour Tarzan, quelques poils par-ci par-là, c'est fait sauvage. Merci pour cette imitation fantastique. C'était un peu plus Georges de la jungle, mais bon. Voilà. Et ouais, donc, enfin, je pense qu'il y a vraiment une pression sociale qui joue là-dedans, qui est vachement importante. Et enfin, ça se voit dans le sens où c'est beaucoup les jeunes qui disent s'épiler ou se raser ou entretenir leurs poils. En tout cas, y faire attention. Et en fait, j'ai pensé tout à l'heure à un truc, on parlait beaucoup du contexte historique et du fait que depuis très longtemps, en fait, finalement, les hommes, les femmes entretiennent leurs poils depuis très longtemps dans l'histoire. Je pense qu'en surtout les fait, femmes, hein, mais il y a un truc qui a vraiment changé là-dedans, c'est qu'au final, pour la première fois depuis des millénaires qu'on existe, et ben, pour la première fois, on fait des sondages et on fait des études pour savoir pourquoi on se comporte comme ça. effectivement. Et ça, je pense que c'est assez nouveau. Tu vois, je pense que c'est égyptien. T'as aucun scribe qui s'est dit. J'aime bien les scribes. Il y a aucun scribe qui s'est dit. Ben tiens, j'ai demandé aux 100 personnes dans la cour du pharaon pourquoi elles s'épilent le pubis et pourquoi ils ont pas de poils sur les jambes. Enfin, ou alors on n'a aucune trace, mais Ou alors sans on en a doute aucune que, trace. Ils C'est ne vrai. posaient pas trop. Mais voilà, je pense que les sondages n'étaient pas encore trop ça. Les méthodes de pourcentage, tout ça. Ils commençaient. On mais- s'intéressait pas trop à la population, je crois. c'est pas Voilà. Mais ouais, du coup, pour revenir à actuellement, je pense que ouais, dans les pubs, en fait, ça, c'est toutes les images qu'on nous renvoie, c'est des corps lisses, sans poils. Alors, je pense, enfin, on peut peut-être s'interroger sur le sens que ça a, mais supprimer le poil, supprimer, au final, ouais, on disait l'animal. Je pense, enfin, je sais pas, je pense que c'est intéressant de creuser là-dessus, essayer de voir un peu pourquoi le ressenti qu'on a là-dessus, chacun. Enfin, je sais pas, moi je me dis, j'ai des poils, j'en ai toujours eu, ça m'a jamais choqué d'en avoir. Et effectivement, comme Juanito, j'ai beaucoup d'amis qui soit entretiennent, soit se rasent les aisselles, ou le torse, ou les jambes. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'ils commencent à se raser, et après ils me disent, ah oui, mais si je rase pas, ça me gratte quand ça repousse. Ouais, mais tu t'es Oui, rasé, c'est vrai tu que t'es c'est rasé à la galère base. ça. Mais en vrai, c'est normal. Mais du coup, tu te dis, ouais, mais tu te serais pas rasé, ça ferait pas mal quand ça repousse, tu vois. Après, j'ai envie de dire, bon, déjà, Mais bon, normalement, après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, non, évidemment, mais, chacun fait ce qu'il veut. Et Mais après, c'est intéressant de oui. s'interroger sur pourquoi. Après, ça peut être soit un confort, soit, j'ai envie de dire, c'est comme plein d'autres choses. Je veux dire, si moi, je préfère, par exemple, les filles qui n'ont pas de poils sous les aisselles, qu'est-ce que je peux faire contre ça? C'est la société qui m'a fait que je suis comme ça, ou est-ce que c'est normal, ou est-ce que c'est Ouais. pas normal? Qu'est-ce Alors- que je dois faire? C'est un peu comme dire, bah, celui-là il est beau, celui-là il est moche. Qu'est-ce qui me dit dans ma tête qu'il est plutôt beau et plutôt moche? Alors justement, bon, là-dessus, on va faire un truc semi-théorie, semi-témoignage. Effectivement, moi je pense, mais bon, après c'est aussi. Vas-y, tu es là penses. pour, Donc, c'est déjà bien, tu penses. Je pense que tout notre libre arbitre en fait, ça n'existe pas et c'est juste du conditionnement social. Et donc le fait d'aimer ou non, enfin plutôt à la base, le fait que de base D'apprécier. on se dise une femme n'a pas de poils sous les aisselles, c'est du conditionnement social. C'est de l'habituation qu'on a eue via les médias, via les images, via aussi notre réseau social au sens réel du terme, hein, pas Facebook ça, mais vraiment notre réseau Ouais, social. si on voit toutes les gens autour filles de nous. qui n'ont pas de poils sous les aisselles et une Voilà. qui en a, on va dire. Ah, C'est ça. Ouais. Et donc là-dessus, j'ai Ouais, passé ça, sur non, ma ouais. partie témoignage personnel que pendant jusqu'à il y a plus ou moins un an, je me disais, j'étais pas spécialement réfractaire aux poils, mais je me disais, une femme, écoute, les poils pubiens, on va dire, ouais, ça me dérange pas spécialement. Les poils sous les bras, je sais pas trop, mais j'avais jamais rencontré personne qui ait des poils sous les bras ou sur les jambes d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte en rencontrant une personne formidable qu'en fait, ça ne me dérangeait pas. Ça m'a vraiment beaucoup surpris sur le coup. Je me suis dit, au début, je me suis dit, mais ça va me faire bizarre et tout. Et en fait, ça me dérange absolument pas. Et je pense que ça qui est important, c'est qu'on a un conditionnement social. Ça, c'est inévitable. Par contre, on peut s'en défaire. Et ça, c'est vachement important. Et allez, je le case maintenant parce que vraiment j'aime bien cette phrase en fait que du coup une personne un jour a dit quand un enfant lui a dit bah t'as des poils, elle lui a répondu bah t'as des cheveux. Waouh. Yes. Et en fait, moi je trouve ça intéressant parce qu'effectivement nous les mecs on a des cheveux, on a de la barbe, les filles ont des cheveux. Mais les poils de barbe, les poils de cheveux, c'est quoi la différence avec
Et les poils de torse, les poils d'aisselle. Pourquoi il y a une action acceptable, d'autres non? Ça, c'est une vraie question. Ça, je pense que c'est important ce que tu dis. Je veux dire, entre une barbe mal entretenue et qui part dans tous les sens et des poils sous les aisselles, quelle différence il y a au final? Vraiment, pourquoi il y en a un qui est acceptable, l'autre non? Pourquoi il y en a un qu'on peut trouver sexy ou quoi? C'est... Ouais, vas-y, Juanito. Non, je ne te coupe pas. Non, mais continue. Voilà, non, parce que je voulais juste dire, j'interroge. c'est un peu débile, mais je pense que du coup, c'est quand même au poil. Au poil. Voilà, c'est bien l'expression au poil. On va applaudir Juanito, je pense, pour cette blague. Merci. Je sais pas, Non, ça mérite pas. Non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Car on va quand même pas tuer nos auditeurs à coups de poil. On a encore des auditeurs en fait? On a perdu tout le monde. Il y en a 20 personnes. 20, on a quand même. Génial. Ouais, mais. Trop de poils, peut-être trop de poils. Le poil tue les gens. Le poil tue les gens. Du coup, on va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer parce qu'on va arriver à la 3e partie de l'émission. Donc là, notre régisseur va se concentrer pour nous envoyer le futur jingle. Mais ce que je voudrais répéter et à tous les auditeurs qui nous écoutent encore, c'est qu'on est sur l'apéro, l'émission. On est chaud, on est là, on parle de tout. Il y a eu chronoculture, il y a eu des poils. Ça fait un peu plus d'une heure ou bientôt. Oui, c'est ça, un peu plus d'une heure. Donc l'émission 18h, 19h, 19h30, 20h, je ne sais pas. Après on continue, mais c'est en off. C'est ça. Et vous pouvez nous rejoindre et nous partager avec nous. En parlant de partage, vous pouvez, si vous nous aimez, si vous avez envie de venir avec nous, c'est génial. Le régisseur vient de lancer en fait le jingle. Non, il s'est planté. Bravo le régisseur. Bravo. On a un régisseur qui n'est pas payé, donc on ne peut pas lui en vouloir. Ce que je voulais dire, c'est que si vous nous aimez, si vous nous appréciez, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Il y aura une rediffusion sur YouTube. Oui, très bientôt. On a la community manager qui gère le Facebook, le Twitter, le Snap et l'Instagram. Vous pouvez voir les photos, les partager. Essayez de nous soutenir. C'est la première mission qu'on fait. On attend vos critiques et vos commentaires avec impatience. Pas à faire des critiques, même très longues, même si elles sont négatives, tant qu'elles sont construites et intéressantes, argumentées, avec grand plaisir. On lira ça tous ce soir à notre chevet. On va peut-être pleurer. On va peut-être pleurer, mais de joie. On essaye de tendre à s'améliorer, car ce n'est pas tout, le poil. Il faut quand même être J'ai essayé de faire une transition, mais ça n'a pas marché là. Je savais pas quoi faire. Oui. Pour les commentaires, j'offre une bière au premier qui commente first dans les commentaires. C'est parti. De YouTube. Du coup, je pense que là, c'est le moment. Notre régisseur... Ah, il a mis first. Tu as mis first. Le régisseur a gagné une bière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à la suite. Et donc, jingle de fin. Non, jingle, 3e partie. Et donc on est revenu et on démarre la 3e partie de l'émission, suite et fin, qui va être l'instant musical, avec une chanson qu'on va chanter tous ensemble avec notre équipe. Est-ce que vous êtes contents d'être ici? Ouais. Ah bah putain, c'est enthousiaste ça. Donc on démarre tout de suite avec un classique de chez Classique. Je vous invite à chanter chez vous aussi depuis, vous n'êtes pas devant votre autoradio, mais depuis votre ordinateur, à chanter très fort et à passer un peu pour un bébête devant vos parents ou devant votre famille, vos amis. On y va. 3, 4. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce radeau, qu'on se le dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord. C'est Fluctuade, nec mergiture. C'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des gens de Sodome et Gomorre, C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Mais c'est qui? Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors. Aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar,
C'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Des temps détresse, leur balancer des SOS. C'était des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin quand l'un d'entre eux manquait à bord, ce qu'ils étaient morts. Mais jamais au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Et non, sans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, le viré de bord. Naviguer en père peinard, sur la grande mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. On a réussi à la faire sans problème, c'est génialissime. Le petit. Ah ouais, ben vous savez quoi? C'est parti, on va se faire la trompette. C'est pas grave, on est en live. Allez, et en plus, vas-y. on a des gens. Allez, C'est bon 1, 2, 1. On vous remercie tous ensemble d'avoir écouté l'apéro, l'émission. Ah ben c'est bien, vous avez enfin compris le nom de l'émission. Waouh, ça c'est du rire qui va faire péter les audiences. Donc on va répéter une dernière fois. Là c'est le moment un peu solennel, c'est le moment des remerciements. Donc on va remercier tout particulièrement notre régisseur qui a pris plus d'une heure et demie de sa vie pour appuyer sur des boutons, pour commenter et mettre des likes. On remercie Quentin, Monsieur Azerty, la boule magique. Applaudissements. On remercie aussi la femme de l'ombre, celle qui nous a aidés dans toute cette démarche administrative, psychosociale, celle qui nous a fait un graphisme de folie, celle que l'on nomme, Marilou Leclerc. Marilou, applaudissements aussi pour Marilou qui se cache. Merci à qui? Je pense que je n'ai plus personne à remercier. Bah oui, quand même. On va. Je m'appelle Juanito. Il s'appelle Juanito. Je tiens à remercier tous mes chroniqueurs qui ont travaillé ardemment pour nous préparer quelque chose de très beau. Je pense qu'on peut les féliciter. Ils étaient hyper stressés. On a eu droit à Maud qui nous a chanté une belle petite chanson. On a eu droit à Clébar avec une chronique très punk. On a senti qu'il était punk aujourd'hui. On a Tibi qui nous a fait les comics. On a Pam, Pamozor, Pami, Pamouchou, Pamouchnap qui nous a parlé de pilote. Pamouchnap, oui le schnapp c'est bien, j'aime bien. On va s'en boire un après du schnapp. On mettra la photo. Hein. Et on a aussi eu droit au chat. Le chat. J'ai envie de le faire. Le chat et pas la chatte. Eh oui. Qui nous a fait une jolie petite chronique sur tout ce qui est jeu du loup-garou. Et donc, on le répète encore une fois, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous critiquer. On compte sur vous, on a besoin de vous, on lance l'émission et ça nous fait super plaisir d'être là. Voilà. Ouais. Tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Suivez-nous, partagez, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, 18h, 19h, enfin 18h, 19h30, 20h. Quand on finit, quoi. Ça, on était là pour 60 minutes, on a un peu dépassé, c'est pas grave, c'est la première. L'apéro, l'émission, je pense qu'on peut rendre l'antenne. Attends, faudrait quand même remercier notre public présent directement ici. Ah oui, en effet, honte à moi, j'ai failli oublier l'homme qui vient en retard, l'homme qui demande de l'eau, l'homme qui nous a, on peut pas le dire, roulé des clopes, non, on peut pas le dire. Mon Dieu, on peut pas, mais c'est pas vu. On fume pas de tabac. On ne fume pas de du tabac. C'est bon de la sauge. C'est de la sauge, voilà, c'est de la sauge. Et donc, on remercie. Applaudissements pour Eric. Je pense même qu'après, si on va manger un bout, il a peut-être gagné le kebab. Ça, je sais pas. Non, je sais pas, hein. non. On peut peut-être se cotiser vite, la moitié. Ouais, on verra. Tu veux pas dire un mot? Non, il veut pas, apparemment. Non, va pas nous dire escalope. Hein. Pour les gens qui ont suivi, notre régisseur a dit escalope tout à l'heure. Qui était donc le mot d'ordre de cette émission. Notre régisseur veut dire un mot. Anticléricalisme. Le prochain, Qui était le deuxième mot d'ordre de cette émission. c'est juste génial. Si en commentaire on arrive à avoir la définition de ce mot, cette personne aussi a gagné une bière, je pense. On offre des bières comme ça, nous on est gentils. Ça ne coûte pas cher. En plus, on n'a aucune parole, on l'offrira jamais. Oui, voilà. Attends, il suffit qu'on verra jamais la personne, si ça se trouve alors.
Sur ce, Voilà. Très très loin de Ah. la France, tu peux passer ça. Merci. Voilà. Alors, faudrait aussi remercier tous nos chers auditeurs Eh oui, qui ont bien suivi sûr. cette émission. les gens qui nous ont écoutés, On vous aime. on a été, Voilà. Je vous aime beaucoup. on a été un peu moins d'une trentaine, je crois. Vous avez été des centaines. 30 au maximum, je crois qu'on a fait On un. atteint le quota de 30 et qu'on espérait moins pour la première émission. On devrait on- s'applaudir nous-mêmes. Ouais. Voilà, on les applaudit eux. On vous applaudit. Encore d'être venus nous regarder parce que c'était cool. Vous avez été des On n'a pas centaines fait ça ce dans le soir. vide. ou presque. C'est un peu grâce à vous qu'on a été motivés pendant tout le long. Un tiers de centaine. On se jetait sur le compteur depuis le début, hein. Mais merci. Non, pas du merci tout. beaucoup. Merci. Donc On du ne veut coup, pas on se rattraper. revoit sûrement dans 6 mois au Grand Rex avec une salle remplie à ras-bord. Allez. On vous remercie, c'était l'apéro l'émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, ou Peut-être peut-être avant, si les gens ont travaillé, On est comme ça, les plannings, on s'en fout des plannings, on est peu qu'on renverse tout. pour un apéro de 2 heures environ, grosso modo. On parlera de tout et de rien. Merci. On rend les studios. Bonsoir. Bonsoir.